Mesdames, Messieurs, bonjour. Notre séance, la première séance de l'après-midi, va porter sur un sujet extrêmement complexe, dans des dimensions euh, différentes, dans un contexte aussi très difficile. Il est vrai que 54 ans de barbarie, avec la chute du régime, on est dans une nouvelle phase. Mais il est vrai aussi que d'un côté, toute la violence qui a pendant très longtemps écrasé la société syrienne, ces traces sont toujours là. La fragmentation du territoire est toujours une réalité. Le fait que des millions de Syriens sont toujours déplacés ou réfugiés à l'extérieur de la Syrie, c'est une autre réalité. Et avec toutes ces difficultés, avec tous les défis de la transition, s'ajoutent aujourd'hui des questions reliées à cette même violence. On a assisté en mars dernier à des massacres dans la région du littoral. Des milliers de civils alaouites ont été massacrés après des attaques menées par des pro-régimes contre les forces de l'ordre. Hier, on a également vécu où on a assisté à des accrochages à Jaramana, qui n'est pas très loin de Damas, et qui porte des signes, disons, d'un confessionnalisme qui devient de plus en plus violent. Donc la société syrienne reste toujours, malgré la transition, malgré la chute de la barbarie assadienne, reste en une phase d'inquiétude, de questionnement, de défi, de violence et d'ouverture du champ des possibles. Donc, dans ce sens-là, il y a encore de l'espoir, il y a encore un potentiel humain très important, et il y a surtout ce qu'on peut évoquer, ce qu'on va évoquer lors de cette séance, les questions de la justice transitionnelle, dans un moment où non seulement en Syrie, il y a toutes les traces de la barbarie des dernières années, mais aussi dans la région, on est face à un génocide israélien depuis un an et demi, on est face à des complicités en Occident avec ce génocide, on est à un moment, on vit à un moment où le déclin du droit international, notamment au niveau de ceux qui prétendaient avoir le monopole de le protéger, de le faire appliquer. On est dans un moment aujourd'hui très inquiétant à tous les niveaux et les expériences dans la région, mis à part de la Palestine occupée et du génocide en cours, les expériences, que ce soit l'expérience libanaise, irakienne ou libyenne, ne donnent pas non plus beaucoup d'espoir s'agissant de la lutte contre l'impunité et de comment faire pour tourner la page après une guerre, après des fractures au niveau de la société, après des fissures au niveau de l'État, des fragmentations territoriales, etc. Donc, est-ce que la Syrie peut être un modèle différent? Est-ce qu'il peut y avoir une justice de transition qui met fin à la culture de l'impunité qui a régné et qui règne toujours? Quels sont les défis vis-à-vis de cela? À ces questions, on va tenter peut-être de répondre à travers trois éminents chercheurs et chercheuses qui sont avec nous. On va également parler de la destruction des corps, de la violence et de comment cette violence dans le temps long est toujours un outil utilisé, instrumentalisé par les régimes tyranniques. Donc, on va suivre l'ordre que vous avez sur vos programmes. Je mentionne que notre collègue et ami Mo'tasim El-Kilani n'est pas avec nous aujourd'hui. Il a eu, je pense, des difficultés au niveau de son voyage, en espérant qu'il sera parmi nous dans d'autres événements, de même que d'autres chercheurs et chercheuses syriens qui travaillent sur le sujet. Donc, je vais donner la parole, comme vous le voyez sur le programme, au début à Véronique Naoum Grapp, qui est historienne, anthropologue, qui a beaucoup travaillé sur, et philosophe, et qui a, oui, non, qui a beaucoup travaillé, euh, vous êtes beaucoup de choses, qui a travaillé sur la violence et l'usage de la violence, notamment en ex-Yougoslavie, et qui travaille depuis des années aussi sur la Syrie et sur la violence en Syrie. On va après passer à Joël Ubrecht, qui est juriste et chercheur et qui a été l'un des co-auteurs du livre référence la série Le pays brûlé ou le livre noir des Assad. Et enfin, on va clôturer, disons, avant la discussion, avec Habib Nassar, qui est également juriste, qui a travaillé avec Impunity Watch pendant un long moment et qui aujourd'hui plaide la cause
des disparus et de la question de la disparition forcée en Syrie et comment faire face à cette tragédie qui touche des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de personnes. Donc, je donne la parole à Véronique. Merci. Alors, merci de m'avoir invité ici. Et je voulais juste vous dire, après toutes ces réunions avec Ouria Souria, toutes ces années depuis la fondation du comité Syrie-Europe à la chute d'Alep, hein, voilà, on était effondrés après une manif, on était effondrés. Et on avait cette espèce de dôme, de talon de fer sur la nuque. Et vous voir là tous dire, bon, maintenant, comment on fait, comment on travaille, chers collègues, je trouve ça absolument merveilleux. Donc, je trouve ça, je voulais vous le dire, j'ai un sentiment de joie absolument incroyable, alors qu'il y a tous les problèmes que nous connaissons. Et j'espère qu'un jour, en Palestine ou dans les régions occupées du Donbass, où les musées sont pillés et les œuvres euh, appelées différemment, des auteurs différents, et dispersés dans des musées dans toute la Russie. J'espère que ce travail pourra se faire aussi dans les régions et en Palestine où la densité du bâti fait que chaque bombe détruit la ville, les sources, les archives, le site qui date aussi du deuxième siècle. Où, voilà. Et donc qu'un jour aussi des collègues à vous pourront se réunir pour réfléchir comment tracer et retrouver les œuvres ou le souvenir des œuvres massacrées dans ces guerres infâmes. Voilà. Alors, sinon, ma discipline, donc j'ai un peu travaillé avec les historiens des annales jadis, j'étais, mais disons, je l'appelle l'ethnophénoménologie, ça n'existe pas, mais c'est la seule chose que je peux faire. Après avoir été l'élève de Françoise Héritier et découvert l'anthropologie du monde contemporain, si vous voulez, c'est pas comme la sociologie, l'ethnologie part du terrain et propose de décrire. Et comme vous le savez, et les historiens le savent tellement bien, puisque les descriptions doivent être arrimées sur des sources, mais le malheureux ethnologue, il a des idées qu'il vous propose et qui seront après à démontrer ou à réfléchir. Et d'autre part, le malheureux ethnologue qui est sur le terrain euh, au départ de son travail, c'est le terrain qui fait naître les questions, ce ne sont pas les lectures en bibliothèque, qui sont là aussi bien sûr. Et donc, il est obligé d'employer les mots de tout le monde. Par exemple, moi, un État, j'appelle criminalité politique d'État, un État qui utilise comme tactique de domination le crime. Et quel crime, on va en parler. Mais je l'appelle comme ça, je ne vais pas tout de suite l'appeler génocide, ou est-ce que c'est un génocide? Non, c'est pas un génocide. Le temps qu'on réfléchisse si c'est oui, non, etc., tout le monde est mort et nous aussi. Je veux dire, là, vraiment, une espèce d'épuisement, si vous voulez, de la bagarre des noms, donc criminalité politique d'État. Alors, la question que je voudrais poser ensemble et y réfléchir ensemble et les hypothèses que je vais formuler devant vous, bien sûr, elles viennent des terrains que j'ai traversés, mais aussi du fait que les décennies se succédant, et on a vu, j'avais un peu visité la Roumanie de Ceausescu, on a traversé, nous, la Bosnie-Serbe, on a traversé les guerres en ex-Yougoslavie. Ma génération était hantée par l'Amérique latine et vraiment les dictatures, là on peut employer ce mot, je crois que personne ne va gloser dessus, les dictatures d'Amérique latine. Et après, on a vu après l'arrivée, 99, moi j'ai lu Anna Politkovskaya, je n'ai pas du tout pensé qu'elle était parano parce qu'elle a pensé que les grands attentats de 1999, c'était le FSB et non pas les terroristes islamistes tchétchènes, pas du tout. Elle l'a démontré après, elle en est morte. Et elle a écrit beaucoup de textes remarquables, dont cette phrase en 2004, Poutine mettra un feu à sang si on n'arrête pas ce type-là, il mettra à feu à sang la planète, très, très intéressant. Il n'y a pas que lui. Bon, mais quand même, voir les choses, si vous voulez, dans le monde de la recherche, avec les colloques, on voit les choses, on prévoyait les choses. Je me disais, un jour, il y aura l'an 2000. Et en vieillissant, chose vertigineuse, on voit les choses advenir. Ça ne se passe pas comme si, ça se passe comme ça. On les voit advenir, au plan très local comme au plan. Et c'est quand même assez fascinant. Et c'est à cause de cette espèce d'étrange cheminement compliqué que j'ai des propositions de réflexion à vous faire. Alors, première question. Je trouve, mais ce serait démontré, surtout pour l'Europe du XXe siècle, mais aussi pour d'autres endroits, que les pays non démocratiques, alors on va les appeler, moi je vais les appeler tyrannie, pour être dans un langage de Victor Hugo, mais fascisme, dictature, totalitarisme, on peut réfléchir, définir,
ont tendance, ce qui ne veut pas dire que c'est tout le temps, c'est jamais tout le temps, en sciences sociales, c'est toujours à peu près, à durer plus longtemps, à s'installer plus longtemps dans le temps que d'autres systèmes moins totalitaires, c'est-à-dire en gros où la séparation des pouvoirs est à peu près toujours menacée, toujours contredite dans leurs colonies, et violemment contredite, et l'histoire sera faite, mais toujours, si vous voulez, la séparation des pouvoirs avec des contre-pouvoirs, les pays comme ça, qu'on va appeler démocratiques dans ce sens-là, c'est-à-dire sans aucune emphase ni illusion, sont plus fragiles. Alors, je vous dis ça, mais c'est faux. Les États-Unis, jusqu'à maintenant, étaient une vieille démocratie. Donc, en même temps que je vous le dis, c'est faux. Mais quand même, regardez 70 ans de Franco, regardez la Corée du Nord, regardez Poutine lui-même, regardez Trump qui dit 2028, ça y est, 2028, sur les bérets rouges de ses fans, cette espèce de tendance des non-démocraties, alors que vous avez des présidents, que Zelensky a dit, si vous mettez l'Ukraine dans l'OTAN, je m'en vais. Ah bon, vous voulez pas être président toute la vie? Non, pas du tout. Il y a des gens, De Gaulle s'en va, il y a des tyrans qui s'en vont, qui ne sont pas des prédateurs financiers, qui s'en fichent de l'argent, bon, je veux dire, ils sont pas, le tyran n'est pas tous homologue, homogène. Il est compliqué, le tyran, les tyrannies sont hétérogènes, mais quand même, cette question de la durée est quand même troublante. Alors, je vais l'envisager sous deux aspects. Un aspect qui est quand on est à l'extérieur de l'espace où règne la tyrannie, ou quand on est à l'intérieur. Je vais commencer par l'extérieur. Je pourrais prendre des exemples plus lointains ou plus, mais je vais quand même rester dans notre contemporanéité, compte tenu du fait que le mot contemporain aussi, quel cercle ça désigne? Est-ce que ça désigne 5 ans autour de nous? Est-ce que ça désigne depuis mai 68, depuis l'après-guerre, depuis l'Europe des Lumières? C'est quoi le cercle de la contemporanéité? Mais enfin, quand même, on sent bien quand les choses sont contemporaines et ce serait un vrai sujet à soi tout seul. Il me semble que quand on est à l'extérieur d'une scène où on apprend que des crimes effroyables ont eu lieu, non pas des crimes liés. Alors, quand c'est quelque chose de météorologique ou quand c'est la nature qui détruit cruellement une population dans des inondations, des incendies, etc., il y a un réflexe de tout le monde envoie les secours. Contre la nature, il y a une espèce de réflexe primitif de réaction de l'espèce humaine qui dit on est en face des flots, on est en face du feu, serrons-nous les coudes. Quand le crime est politique, c'est-à-dire qu'il est lié à la liberté humaine d'un pouvoir exécutif qui fait des signatures, hein, il faut signer, le politique, l'exécutif, c'est cette espèce de sas au travers duquel ce qui était pensé rentre dans le monde de la réalité la plus matérielle, on signe que cet endroit, que ces gens vont être, que cet endroit va être transformé en prison, et voilà. Et selon quel plan d'architecte, et on fait travailler. Voilà. Le politique, c'est les décisions, les signatures, plus que performatives, qui permettent à des idées, même à des délires parfois, l'antisémitisme est aussi un délire, de rentrer dans la matérialité de ce que vivent les gens réellement. Pas ce qu'ils pensent, pas ce qu'ils lisent, de ce qu'ils vivent, c'est pas pareil. Et l'ethnologue, c'est sa question, comment vivent les gens? Et les gens ne peuvent pas répondre à cette question, parce qu'il faut tenter des descriptions. Alors pourquoi? Alors ça, c'est une chose qu'on peut discuter. Est-ce que oui ou non, les dictatures durent plus longtemps? Qu'est-ce qui se passe avec la durée? Je pense que oui, pas tout le temps, mais quand même, quand ça s'installe, vous voyez les décennies, les années, alors que l'horreur de la dictature, après coup, quand on lit l'histoire de la dictature, quand on connaît les crimes de la dictature qui s'est effondrée, on se dit, mais mon Dieu, mais comment ça, on a pu supporter ça? Mais pourquoi ça a duré si longtemps? Sapristi, sapristi. Et on ne comprend pas comment ce qui était impensable une minute, mettons une prison de Bachar el-Assad, a duré des décennies. C'est-à-dire que, mais même, ce qui était impensable, par exemple, un siège d'une ville devant les caméras où les populations sont bombardées, c'était impensable une minute, ça n'aurait pas dû. On ne l'accepte pas la moindre seconde que ça existe, et ça s'installe pour 46 mois, aussi au vu de tout le monde. Et donc, si oui, quand on apprend la réalité des crimes, si on l'apprend après coup, ça n'a pas le même poids et la même densité tragique que quand on l'apprend
que quand on l'apprend, rien ne change et le temps passe. Et ce qui m'a frappé, alors je précise, exemple, j'ai été très frappée quand j'ai entendu les récits autour de la génération de mes parents, de résistance. Il y avait Gilles Martinet, il y avait plein de gens qui avaient fait la résistance, qui disaient, mais quand on faisait la résistance, c'était la France s'en fichait de la Shoah, on n'en parlait jamais. Et ils ont bombardé les trains jusqu'au bout. Et pendant la guerre, pendant la résistance française, et tout le monde pourtant pressentait, Virginia Woolf pressentait, faisait des cauchemars, qu'il y avait un truc horrible, des gens le savaient très bien. Mais c'était pas ça qui était, comme une espèce de gêne. C'était la France, etc., bon, des choses nobles, comme s'il y avait les crimes. Et le thème a fait surface avec des années après, est devenu d'autant plus énorme, est devenu de plus en plus énorme au fur et à mesure que l'État israélien, je dirais, de plus en plus criminel, est devenu de plus en plus énorme, et par des gens qui l'ont jamais vécu, etc. C'est un autre sujet, mais c'est quand même assez... Et ce qui m'a frappé quand on a fait le comité Syrie, donc moi je ne suis pas spécialiste de la Syrie, je suis pas, c'est grâce aux amis syriens que j'ai un petit peu comme ça, mais pas du tout. Donc, mais ce qui m'a frappé, c'est que on tentait de dénoncer. Il y avait eu ces photos protégées en Allemagne, ces photos incroyables. Il y avait eu tous ces témoignages, tous ces livres, toutes ces expositions, ces chants, ces poèmes, hein, ces écrivains géniaux qui en plus font une nourriture merveilleuse et poétique elle aussi. Il faut voir ce que c'est que les milieux d'opposition syriens. C'est un univers absolument magnifique. Tout était dit, tout était... Et le temps passe, et il me semble que après la découverte, bon, mon Dieu, il y a des photos horribles sur les crimes de Bachar el-Assad. Donc ça dure un petit peu, il y a un peu comme un pavé dans la mare, il y a des ronds dans l'eau, il y a des petites turbulences comme ça. Et puis, il suffit de 15 jours, 3 semaines, 2 mois, et quelque chose se passe sur lequel il faut réfléchir. Je l'avais appelé au début la bestiale et innocente habituation. La bestiale et innocente habituation. C'est-à-dire que, oh, il y a un génocide des Ouïghours. Alors bon, on peut à nouveau nous expliquer comment il est, et on se met à trépigner, c'est horrible, c'est horrible. Et puis il est toujours là, et puis il y a la vie quotidienne, et puis la durée énorme, la durée dont on n'a pas conscience, puisqu'on se réveille et on dit, oh, le temps comme il passe vite. Mais on est là, on est dans un présent éternel, là, il faut faire de la phénoménologie, il faut retourner à Merleau-Ponty, à Clément Rosset et tout ça. Donc on est dans un présent éternel, puis quelque chose nous pousse dans le dos insensiblement, 10 ans ont passé, 20 ans ont passé. Donc la durée, c'est ce truc puissant, quotidien, sur lequel on ne réfléchit pas. Il y a le temps des colloques, mais il y a le temps d'aller manger, de dormir, toutes ces choses-là qui fait que le génocide des Ouïghours, les crimes de Bachar el-Assad, tant qu'ils existent toujours, tant que l'autorité politique criminelle qui les met en œuvre a le pouvoir, eh bien, ils sont digérés, métabolisés, transformés en paysages. Il y a là-bas le génocide des Ouïghours. Et tant que Bachar est là, oh mon Dieu, comme il est méchant dans les prisons. Oh, ciel, 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 comme c'est méchant ce que font le tel gouvernement, etc. Et il ne faut pas le moraliser trop, mais ça entraîne un système où plus le crime dure, plus il est grave pour ces victimes qui auraient besoin d'être aidées, et moins les témoins à l'extérieur qui pourraient l'aider, ils sont sensibles. Et donc, c'est un truc. Et moi, je l'ai vu, j'étais pas pour la Syrie. Et quand tout à coup, le tyran tombe, et l'effet de majesté de son corps, de sa présence, tant qu'il est président, tant qu'il est là avec son épouse blonde, ah, ils sont dans des beaux salons, c'est une espèce de majesté du pouvoir primitive, mais qui, voilà, ils ne ressemblent pas à des SDF, on disait, voilà, ils sont quand même propres sur eux, ce groupe de présidents syriens, sapristi, avec le costard et tout ça. Donc, et on n'arrive pas, et on connaît leurs crimes. Mais on n'arrive absolument pas à découpiller le petit lien entre connaissance du crime et désir que le crime s'arrête et d'incriminer le criminel. Chose qu'on fait quand on regarde des séries. Chose qu'on fait quand on regarde des films. Parce que quand on regarde des films, on est tranquille dans la salle et on voit l'histoire en 2 heures. Et là, on a des capacités de souvenir. Oh, mais c'est un mafieux, le loup, il est là, hurle les enfants pour Apollichine, comment ça s'appelle, les guignols, voilà, guignols.
Mémé, le loup est derrière toi, mère grand. Tous les enfants le voient. Et c'est pas une question de génie intellectuel. Ça fait longtemps que Poutine, il ment, il tue, il ment, il ment. Non, non, c'est un tsar, c'est un... Oh là là, et tant qu'ils sont au pouvoir, mais c'est une question que je ne résous pas. Quelle est cette étrange majesté que, qu'on le veuille ou non, nous attribuons au type qui est au pouvoir, qui fait durer son crime et qui l'installe dans le paysage? Il y a beaucoup là, ce serait vraiment des choses à réfléchir plus avant, mais je voudrais arriver un peu à l'autre aspect. Ça, c'est une question. Il y en aurait d'autres sur ce sujet, mais je voudrais pas trop la moraliser. Ce sont des mécanismes des mécanismes qu'on ne pense pas. Et de toute façon, ça n'empêche pas que dans la société, il y a des noyaux, des ferments, des écrits, où il y a le contraire. Vous voyez, c'est pas, je ne suis pas en train de dire que tout le monde s'habitue à tous les crimes et que donc rien ne change. Pas du tout. Les crimes sont impensables. On y pense à minuit. On y pense tout à coup des insomnies atroces, mais on les a pas tous en même temps. On fait une manif, on est trois contre des génocides horribles. Voilà, ça marche pas. Et un jour ça marche, et un jour le tyran s'effondre. Et là, on le prend par les pieds. Et là, on voit ses crimes. Et là, on dit, mais comment? Alors, c'est extraordinaire, la télé française. Là, en plus, vous, les amis syriens, depuis des décennies, il y a des crimes, l'État barbare. Et tout à coup, une fois qu'il est tombé, c'est trop tard. C'est trop tard pour faire quelque chose. Et là, oh mon Dieu, comment a-t-on supporté ça? Il eût fallu faire de la résistance. Alors, moi, le mot résistance, stop. Hein. Toute ma vie, j'ai entendu résistance, c'est plus bon. Et donc, oh, mais comment ont-ils supporté tout ça? Comment avons-nous supporté tout ça? Sommes-nous coupables? Sommes-nous responsables? Mais c'est trop tard. C'est pas la peine. Mais laissons le boulot aux juges maintenant, et aux témoins, et aux historiens. Voilà, il fallait s'y mettre quand c'était en train d'arriver, ce que j'appelle l'infernal gérondif. Il fallait s'y mettre quand c'était en train d'arriver et que le criminel était au pouvoir. L'infernal gérondif. Alors maintenant, je prends la chose qui dure du côté de l'intérieur de l'œil du cyclone de la tyrannie. Je ne vais pas la définir pendant 10 000 ans parce je trouve que bon, le fascisme, les dictatures, post-fascisme, technofascisme, est-ce qu'il est là? Est-ce qu'on y va? Où est-il? Ressemble-t-il à Hitler? Non, il ressemble jamais à Hitler. Non, il ressemblera plus jamais à Hitler parce qu'il n'y aura pas un barbichu. Non. Mais ce sera aussi pire qu'Hitler qui ne lui ressemble pas. Et donc on dira, oh ben c'est pas Hitler quand même. Bon, donc ce sera toujours moins grave. Mais donc ça c'est un autre débat. Et donc, à l'intérieur d'un pays où tout à coup arrive un nouveau politique, élu, pas élu, au fond, on s'en fout, il aura eu 30%, l'autre peut être nommé par une espèce de hasard de la vie, Napoléon s'installe. Il arrive au pouvoir. Lui, enfin, quand je dis lui, son groupe, ce qu'il représente. Mettons le KGB qui s'appelle FSB en 99 autour de petits groupes comme ça. Bon, et puis là, aux États-Unis, un petit groupe là, un autre genre, un autre style. Et donc, va se passer une période cruciale où vont être prises des décisions, des lois, des décrets en rafale, etc., où l'écart entre les pouvoirs et les contre-pouvoirs vont être désamorcés, dévitalisés, sortis de leur carcan institutionnel de solidité par des biais les plus divers, économiques, etc. Et puis, la répression. Ça a l'air de rien. Non, il faut faire la résistance. Dans le film après coup, mais comment ils n'ont pas fait la résistance? La répression, vous savez, pas un truc complètement idiot que j'ai lu d'amis américains. Les gens qui sont dans l'opposition, ils reçoivent à minuit une pizza qu'ils n'ont pas commandée. C'est la terreur par la pizza. Donc, je connais ton adresse. Tu veux pas la bouffer, cette pizza? Tu veux la bouffer quand même. Tu l'as pas commandée? Ah bon, intéressant. Et si vous voulez la terreur, les photos des enfants, la pizza qu'on n'a pas commandée. Et puis un jour, là, il n'y a plus de salaire, il y a des ennuis faramineux. Et puis un autre jour, ça devient violent. Aux États-Unis, il faudra qu'ils fassent une loi martiale pour y arriver, mais rien ne nous dit que les nouveaux arrivants aux États-Unis, qui sont en train de construire un ennemi qu'on va appeler les bureaucrates, puisqu'ils ont dit et écrit, ni Hitler, ni Mao, ni Staline sont coupables, ce sont leurs bureaucrates. Donc très intéressant de voir une figure de l'ennemi collectif naître aux États-Unis.
Mais s'ils font passer la loi martiale, je ne garantis pas que certains présidents américains ne prennent pas le goût du sang, parce que c'est une chose qui, apparemment, ils en ont besoin au bout d'un moment. Voilà, c'est le problème du tyran. Je laisse ça de côté. Le tyran, l'impunité est évidemment non pas seulement un fait juridique, mais il y a plusieurs cercles, et ça enveloppe tous les mécanismes sociaux qui, petit à petit, vont donner aux pires crapules à tous les échelons, dans les quartiers, la petite bande de bandits un peu mafieux qui vont faire du racket, ils vont être copains avec la police, qui de toute façon, ils vont torturer les gens quand il y a un problème, et donc ils auront des primes parce qu'ils vont résoudre les affaires comme ça c'est en Russie, et petit à petit, à tous les échelons, règne la justice devient une espèce de rêve atroce, impossible, de rêve poignant, alors qu'on ne peut plus, on va dire, ah, je vais faire un procès. Non, pas du tout. C'est exclu. Et parce que la répression, c'est pas seulement la peur, la menace des grands opposants, c'est dans la vie la plus quotidienne, ils font consentir. Et il y a un très beau texte d'Olga Medvedkova qui s'appelle La violence russe, où elle dit cette chose que je trouve très forte, le mensonge. Alors, le tyran, lui, ce qu'il aime, c'est son visage, partout, 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 les écrans, partout, partout. Et puis ce qu'il aime, c'est son livre à lui, les Ceausescu mettaient leurs livres partout, là, leurs paroles à eux, tout ça, jusqu'à mettre une espèce de sacré dans leur présence. Donc cette tendance, quelles que soient les religions et la culture explicite, à sacraliser la présence du puissant, du tout-puissant, du tyran, qui à force d'impunité transforme ça en punité, lui punit, et lui balance la culpabilité en face de l'autre côté, du côté des victimes, sont toujours coupables. Et lui, plus, de moins en moins. Lui, il atteint des sommets extatiques de pureté, il est sanctifié, et Dieu l'a élu, etc. Mission sacrée, etc. Et donc, vous avez cette espèce de système qui s'installe, et à tous les niveaux du social, les pires crapules, même dans les guichets de la Poste, même à la SNCF, les pires crapules qui font du racket s'installent au poste de pouvoir un peu partout. Et quand on dit, ben, oh, au fond, s'il y a du fascisme, on peut vivre dans son petit coin. Non, non. Baladons-nous ensemble dans les banlieues des pays vraiment. Non, il n'y a pas de je vis dans mon petit coin. Il y a accepté de proférer le mensonge politique auquel personne ne croit, ni celui qui le dit. L'Europe est nazie, les Ukrainiens sont des nazis. Il ne le croit pas. Nous ne le croyons pas. Personne ne le croit, mais on le profère. Et si on est obligé de le proférer, ça entraîne un avilissement. Si on vous force à dire 2 et 2 font 5, jour et nuit, et 2 et 2 font 5, et à baisser, et à faire, et à faire le culte aux puissants politiques, oh, comme il est génial, Bachar el-Assad, oh, il sauve le peuple à chaque instant. Vous le savez, vous ne le pensez pas, ça vous fait dégueuler, vous êtes obligé de dire, c'est en train d'un exil intérieur, une haine de soi. Et quand il y a la révolution, c'est un redressement. On dit, oh, c'est la misère, etc. Non, oui, non, c'est aussi ce redressement, redresser la tête. Il dit, je te regarde, et ben 2 et 2 font 4. Et rien que ça. Ça, c'est les... Alors, je vais conclure. Et donc, quand les choses ont lieu à l'intérieur d'un pays, le système s'installe de telle façon que la criminalité politique d'État, par exemple les crimes de Bachar dans ce système d'extermination d'une fraction de sa propre population dans une désincarcération clandestine, donc il a inventé quelque chose où il y avait des femmes, enfants, et d'une cruauté extrême que, paraît-il, hélas, les prisons russes sont un peu dans du même tonneau, hélas, hélas. Et donc, si vous voulez, quand ce truc-là s'installe, ça devient tout simplement invisible. Et il y a ce témoignage parmi 10 000 que je cite toujours de ce type qui est torturé. Il est 5 heures, son bourreau s'arrête, téléphone, on est avec son portable à l'épouse, et il dit qu'est-ce qu'on mange ce soir? Ah oui, non, mais pas trop de piment, tu sais que. Ah ben fais-le chauffer, j'aime mieux quand c'est bien qu'une plombe sur la bouffe exquise. Et il revient, il torture, il ne voit plus, c'est bossé. C'est comme pendant le génocide rwandais, on appelait ça couper, travailler. C'est un génocide diurne. On se lève le matin, on coupe, on tue, on tue les tendons, comme ça, il ne peut plus marcher. Ou alors lui, il va dans la prison, il torture, il écorche, il met l'électricité dans l'anus. C'est le boulot, c'est le boulot. Le crime avec la durée, la criminalité politique d'État à l'intérieur du pays devient invisible. Et je vais conclure avec un exemple qui n'a rien à voir, mais qui m'avait frappé et qui explique bien ça, et qui nous porte à une autre époque. J'avais lu donc, 17e siècle, une famille de Bordeaux prend un bateau, on est en plein système d'esclavage, et il y a une jeune, c'est dans des récits d'archives, il y a une jeune femme qui a un tout petit bébé de cette famille.
Le petit bébé sur le pont n'arrive pas à dormir, c'est décrit par le médecin qui est sur le bateau. Et il y a une esclave noire qui a un autre petit bébé du même âge qui hurle, il empêche le petit bébé de dormir. Et cette charmante jeune fille va prendre le bébé noir de l'esclave noire pour le balancer par-dessus le pont pour qu'enfin son bébé puisse dormir. Et je trouve ça très intéressant. Donc c'est voilà, dans les archives médicales du XVIIe siècle, la région de Bordeaux, on a beaucoup d'historiens géniaux qui travaillent sur ce champ. Si vous voulez, on voit que cette jeune fille, elle n'est pas méchante, elle n'est pas sadique. Quand la criminalité est politique d'État, il n'y a plus de sadisme. Ce n'est pas le problème du sadisme. Enfin, le sadique, il est content, hein, il peut y aller. Alors là, le sadique, ouh, ouh. Mais sinon, si vous voulez, elle n'est pas sadique, elle adore son bébé. C'est parce qu'elle adore son bébé. Et c'est parce que l'autre bébé a un statut à peine de petit chat qu'elle le balance par-dessus bord. Avec la durée de l'oppression, de la construction de la haine collective et de la joie que procure le fait d'avoir la haine collective, cette espèce de santé que donne la haine et construction de l'ennemi, petit à petit, le crime contre les victimes parfaitement innocentes n'est plus du tout perçu comme crime. Merci, merci Véronique pour cette présentation. Merci beaucoup. Non, je voudrais d'abord remercier le CAREP et les organisateurs pour cette journée. C'est un plaisir partagé avec Véronique de participer à ce colloque. Et j'ai trouvé d'ailleurs que la construction de la journée était très intéressante. Effectivement, ce n'était pas forcément a priori intuitif de partir sur l'histoire et le patrimoine, mais pourtant, c'est bien. Et aujourd'hui, d'embrayer l'après-midi sur les questions de justice. Mais ces questions de patrimoine et d'histoire, elles sont au cœur aussi de la criminalité syrienne. Et on a dans le livre noir consacré d'ailleurs un chapitre à la destruction du patrimoine. L'urbicide a aussi été évoqué ce matin. Et quand on détruit le patrimoine, on s'en prend au passé collectif qui vit dans l'édifice, hein, en l'histoire. Et lorsqu'on fait de l'urbicide, on s'en prend aux espaces de vie communs et privés pour détruire le lien social. Et donc s'attaquer à l'histoire et au patrimoine, c'est à la fois s'attaquer à des espaces et c'est aussi s'attaquer au temps d'une société. Les destructions dont on a parlé, elles se sont essentiellement déroulées dans le cadre de la répression militarisée de la Révolution, mais cette atteinte à l'espace et au temps, elle est dans l'ADN, hein, des tyrannies. La privation de l'espace, c'est l'espace qui est sous surveillance, dans lequel on ne peut pas se déplacer librement. J'entendais ce témoignage d'une Syrienne qui disait qu'elle avait peur de regarder dans la direction d'une prison parce que d'après être pris à partie par le gardien dans les environs. Bon, voilà, il y a cette privation de l'espace, il y a cette privation aussi du temps qu'on a évoqué aussi ce matin quand Maurice Sartre disait que les tyrans n'aiment pas l'histoire, hein, et qu'ils cherchent à figer l'histoire dans leur propagande. On est dans ce que Véronique a aussi dit, on est dans cette construction d'un présent éternel, hein. Et et ce présent éternel, il se construit, alors entre autres par l'impunité, en effaçant les crimes qui ont été commis dans le passé. On efface Hama 82, on n'a pas le droit d'en parler, c'est pas dans l'histoire officielle. Et puis on empêche aussi la projection dans un avenir, dans un changement possible. On s'inscrit dans cette durée justement éternelle de la dictature. Et cette question donc du temps, elle peut paraître abstraite, mais en fait, elle est assez fondamentale. Lévinas, tu avais cité aussi Merleau-Ponty. Bon, pour Lévinas, en tout cas, c'est un des ressorts, hein, de la relation aux autres. Et la relation aux autres, c'est aussi la relation à soi-même. Donc, penser la justice transitionnelle, c'est aussi penser des questions de temps et d'espace. Et penser la justice transitionnelle en Syrie, hein, c'est évidemment écouter les Syriens. Beaucoup d'associations syriennes ont pensé des processus de justice transitionnelle dès 2012, dès 2013. Donc moi-même, je ne suis pas syrien. Mais j'ai lu Yassine El-Haj Saleh, hein, qui a publié il y a peu de temps un ouvrage sur la liberté, la maison, la prison, l'exil et le monde. Et c'est des réflexions de Yassine El-Haj Saleh
finalement, que je suis parti pour vous proposer quelques observations sur la justice transitionnelle. Et ce qui m'a interpellé dans le travail de Yacine, c'est la construction de la notion du concept, parce que c'est plus qu'une métaphore, du concept de maison qui vient se substituer à celui de prison. Et Yacine donne plusieurs caractéristiques à cette maison. Il dit le présent, c'est la maison du temps. Il dit aussi la maison, c'est la possibilité de se déplacer entre le propre et le commun. Et enfin, il dit la maison des Syriens, évidemment, elle se trouve en Syrie. Et le processus de justice, si processus de justice il doit donc se faire en Syrie pour pouvoir s'adresser directement à la mémoire et à l'imaginaire politique des Syriens. Et c'est ces trois propositions finalement que je voudrais décliner rapidement dans ma présentation. Alors, en prenant d'abord donc la question du temps. Donc Yassine Al-Saleh disait le présent est la maison du temps, mais si le présent écrase le passé et entrave l'avenir, le présent devient une prison. Et c'est une liberté empêchée. Donc retrouver la liberté, ce sera pour lui, je le cite, la liberté retrouvée apparaît comme une échappée vers le passé et le futur. Alors, la justice transitionnelle, comment est-ce qu'elle peut traiter ces questions de temps? Elle peut le faire de différentes façons. Elle le fait par ces mécanismes. Ces mécanismes, ça peut être des mécanismes de type commission vérité. C'est en général plutôt au travers des commissions vérité que des procès aux pénaux que l'on peut remonter très loin dans les crimes du passé. Au pénal, c'est un petit peu plus compliqué au niveau de preuves, souvent pour les exécutants ou les responsables qui sont plus vivants de pouvoir les poursuivre. Et c'est donc souvent le travail des commissions vérité d'aller travailler sur le passé plus lointain. Par exemple, en Colombie, c'est 52 ans de conflit. Hein. En Syrie, ce sera donc à tout le moins donc 50 ans de dictature. Donc voilà, cet examen du passé dans la durée, en lui donnant sa profondeur, c'est pas non plus un hasard d'ailleurs si dans le livre noir, on avait commencé à travailler sur les crimes de l'après-2011, mais très rapidement, on a vu qu'il fallait revenir aussi à l'héritage de Hafez et qu'il fallait repartir de là. Autre mécanisme, ce sont toutes les mesures de gestion des archives, auxquelles on peut après donner accès à des juristes, à des historiens, voire parfois à des particuliers sur lesquels des dossiers ont été montés. C'est aussi ces mémoriaux. On a évoqué ce matin le patrimoine, on a évoqué d'ailleurs donc la destruction de Tadmor. Est-ce que Sednaya pourrait devenir, lui, un lieu de mémoire et être ce patrimoine du crime et intégrer l'histoire récente de cette manière-là? Et puis, il y a les garanties de non-répétition, les réformes, les illustrations qui sont faites, la réforme du secteur de sécurité, pour empêcher que le système de torture perdure et ouvrir la possibilité d'un autre avenir. Donc ça, ce sont les différents mécanismes que la justice transitionnelle décline assez classiquement. Mais aussi, la justice transitionnelle est un processus. Et ce n'est pas une carte où on va se dire demain, là, dans un mois, on va avoir une commission vérité, dans 3 mois, on va avoir un procès, etc. C'est d'abord un processus qui est un processus long et même très long, et d'une certaine manière qui tire sa force de cette inscription dans la durée. Les procès, en fait, c'est pas le jugement, bien sûr, est important, mais c'est la qualité des audiences qui vont faire la qualité du jugement. Et de la même manière, les commissions vérité, la qualité du rapport, ce sera la qualité des auditions qui auront été faites avant. Les réformes, ce sera la qualité des débats qui auront pu avoir lieu ou pas. Donc, c'est voilà, ce temps de la justice transitionnelle qui est, comme on le dit souvent, le temps de la justice, ce n'est pas le temps du politique, qui est un autre temps et qui donc va justement imposer ou offrir une autre temporalité que celle du politique, qui va empêcher finalement aussi le politique de se recroqueviller sur son propre temps. Et qui en fait justement un des ressorts fondamentaux de la démocratie et de la séparation des pouvoirs. Donc il y a souvent ça génère des tensions, mais voilà, ça permet effectivement de décloisonner ce temps.
la deuxième proposition de Yacine El-Saleh, donc sur la maison, c'était que la maison, c'était le lieu du lien du propre, c'est-à-dire de l'intime, et du commun. Alors, la maison, c'est un lieu privé, on le comprend, hein, on peut se retirer, on peut se protéger du dehors, mais c'est aussi un lieu d'accueil où on peut faire entrer le dehors chez soi. Et puis, c'est un lieu qu'on peut quitter pour aller sur la place publique et puis revenir. Parce que si on ne peut pas sortir et on ne peut pas revenir, c'est une prison. Mais la maison, c'est cette circulation entre l'intime et le commun. Donc c'est aussi une question de circulation. Comme avant, la question, c'est pas seulement d'avoir un passé, un présent, un avenir, c'est la possibilité de recirculer dans le temps, dans le temps librement. Et là, c'est la possibilité de recirculer finalement dans une sorte d'espace qui articule l'individuel avec le collectif. Alors la justice transitionnelle, par rapport à cette proposition, elle contribue évidemment à la reconstruction, c'est ce qu'on attend d'elle, hein, d'une société plus unie, plus apaisée, dans lequel les conflits peuvent perdurer, mais de manière moins violente. Alors, en Syrie, le collectif, on le sait, et plus encore avec la répression et la guerre, le confessionnalisme s'est exacerbé. Ce sera évidemment une des questions importantes de la reconstruction du collectif et du social. Le Al-Shara et HTC, évidemment, eux, ils ont nourri une vision confessionnelle radicale dans le cadre du conflit. Alors maintenant, le président Al-Shara adopte des discours plus mesurés et on comprend qu'il veut aller vers une cohabitation pacifique des communautés. Mais ça ne veut pas dire qu'il veut sortir du communautarisme. Et dans la région, le communautarisme et le fait religieux, il est en politique très pesant. Mais, et donc, voilà. Alors, mais cette cohabitation des communautés, cette reconstruction du collectif, elle va pouvoir se faire si les poursuites, si le travail de la justice transitionnelle se fait de manière équitable. Et donc ça, c'est l'enjeu de l'équité qui est absolument fondamental. Ça ne peut pas, même si les crimes du régime ont été les plus massifs, ils ne peuvent pas être l'unique objet d'un processus de justice transitionnelle. Et évidemment aussi, la paix que l'on arrivera à atteindre ne sera toujours qu'une paix approximative. Ce ne sera jamais une paix absolue, ce ne sera jamais une réconciliation au sens où justement on sortirait totalement de la violence. Ça, c'est une illusion, comme il y a une forme d'illusion thérapeutique dans le discours de justice transitionnelle. Hein. On emprunte beaucoup à la psychologie et à la reconstruction individuelle pour la coller sur une reconstruction collective, et un pays guéri, voilà, au bout d'un traitement de justice transitionnelle, ce serait un pays réconcilié. Mais non, on ne sort pas définitivement de la violence, et il n'y a pas de guérison collective, il n'y a pas de guérison collective des individus. Et ça, Françoise Sironi, qui est une thérapeute qui s'est intéressée aux crimes de masse et à la justice transitionnelle, le montre très bien. L'effet cathartique qu'on attend des processus de justice transitionnelle n'est pas un effet thérapeutique. Et évidemment, donc, il faudra aussi avoir des espaces de traitement et de reconstruction des individus à côté de tous ces dispositifs plus collectifs, pour retrouver justement une articulation entre l'individuel et le collectif et avoir cette circulation du propre et du commun. Alors, je ne sais pas où j'en suis. J'ai une troisième proposition. Est-ce que 5 minutes, ça va? Oui. Alors, donc sur et d'ailleurs, on y entre déjà justement. En fait, ce qui est intéressant aussi avec Françoise Sironi et avec l'enjeu d'avoir une attention sur une reconstruction voilà, plus individuelle, plus psychologique, hein, c'est aussi de voir que le crime et l'impact du crime a aussi un impact sur l'inconscient. Enfin, il y a aussi quelque chose qui est de cet ordre-là, qu'on a du mal à saisir, et qui nous relie directement à la question de la mémoire et de l'imaginaire, et notamment de l'imaginaire politique. Alors, c'est la troisième proposition de Yacine, qui plaide donc pour une procédure judiciaire syrienne, je le cite, un public soutenu par le droit international, qui se tiendrait en Syrie pour pouvoir s'adresser directement à la mémoire et à l'imaginaire politique des Syriens. Et cet ancrage, cette territorialisation de la justice transitionnelle, elle est évidemment fondamentale.
Et l'éloignement, la déconnexion de la Cour pénale internationale à la Haye, etc. Bon, elle est bien identifiée. Voilà, on voit bien cette nécessité de sortir d'un droit hors sol, hein, et aussi d'un droit pur, c'est-à-dire qui se penserait justement apolitique, qui est aussi quand même un biais assez présent malheureusement dans beaucoup de processus de justice transitionnelle, de ne pas faire comme le suggère Yacine El Saleh, ce lien avec le politique. Et faire le lien avec le politique, ce n'est pas politiser ou dénaturer un processus judiciaire, c'est simplement prendre en compte le fait que le crime, il s'est commis contre des civils, mais ça, c'est pas commis contre des civils, point. Il s'est commis contre un désir de libération, de dignité, porté par des civils, mais cette revendication de liberté, elle a une dimension politique. Et puis la dimension politique, c'est aussi dans le fait qu'on attend que les décisions juridiques, derrière, elles aient un impact dans des réformes de nature politique. Donc ce lien avec le politique, il est essentiel. Pour cela, la justice transitionnelle, elle doit effectivement être implantée au niveau national. Implantée au niveau national, ça ne veut pas dire non plus qu'elle fonctionne en vase clos. Évidemment, on espère qu'elle pourra s'ouvrir au monde et il y a des partenaires internationaux. Alors, Habib va en parler tout à l'heure, je suppose, davantage. Ces partenaires, on les connaît. Alors, Cour pénale internationale, il y a déjà eu des contacts avec le président de la Cour, avec le procureur. Peut-être qu'un tribunal, pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour, mais on peut imaginer qu'un tribunal hybride se mette en place. Il y a des procès en compétence universelle qui ont eu lieu et qui continuent à l'extérieur, qui sont importants. Et puis, il y a les différents mécanismes qui existent au niveau de l'ONU. Habib vous en parlera, je suppose. Donc voilà, mais pour l'instant, cette coopération, elle n'est pas du tout définie. Et les partenaires de la reconstruction, on sait bien, seront prioritairement ou majoritairement la Turquie, le Qatar, l'Arabie Saoudite, qui ne sont pas opposés à un processus de justice transitionnelle, mais enfin qui ne sont pas des pays qui sont focalisés sur une reconstruction démocratique et mettant le droit et la justice au premier plan. Et pour terminer sur cette ouverture sur le monde, il est frappant de constater une sorte de renversement justement aujourd'hui dans lequel se trouve la Syrie, hein, où les Syriens sont conduits à essayer de reconstruire leur pays dans un cadre régional à feu et à sang, et dans un cadre mondial où quand même les fondements de l'ordre mondial de l'après 45, eux s'effondrent. Et dans ces conditions-là, évidemment, ça ne va pas faciliter la tâche des Syriens, c'est certain. Mais peut-être ça va donner à la Syrie aussi un autre rôle qui va être celui d'apporter finalement aussi des expériences et des innovations de justice intéressantes qui pourront, espérons-le, porter. En conclusion, et donc très vite et donc très grossièrement, si on fait le bilan, les processus de justice transitionnelle, hein, donc ça existe depuis des décennies. Il y en a eu un peu partout dans le monde, donc on en a des exemples, hein. Si on regarde, malheureusement, peu de processus de justice transitionnelle peuvent être tenus comme de francs succès. Voilà. Même l'Afrique du Sud, hein, qui est un peu un point de départ, après on a pu rétrospectivement aller dans des temps plus anciens, mais l'Afrique du Sud et sa commission vérité et réconciliation, qui sont un peu l'archétype longtemps qui a été celui des justices transitionnelles, bon, un peu vite raccroché la question de la vérité, la question de la réconciliation, et en tout cas à celle du combat contre les inégalités sociales. L'ex-Yougoslavie, elle s'était concentrée sur les processus de justice pénaux, en laissant de côté les processus non pénaux. Il n'y a pas de commission vérité réconciliation qui s'est mis en place. Et on voit bien, bon, d'une part, qu'il y a encore des procès qui se tiennent 30 ans après, et que les tensions ethniques et mémorielles sont encore très présentes, et peut-être même en ce moment plus présentes que jamais.
Au Rwanda, on a mis en place des gachacha, donc une sorte de système hybride, commission vérité, tribunaux populaires, qui sont un peu le sens dans lequel va la justice transitionnelle, hein, de s'articuler un peu mieux qu'elle le faisait au départ avec les processus pénaux. Et ce sont des mécanismes qui ont apporté beaucoup de choses, mais dont on sait très bien aussi qu'ils ont été imprégnés d'un grand nombre de témoignages non fiables, hein. Et au Rwanda, on n'a pas non plus réussi à articuler ce qui a été fait au niveau national avec ce qui a été fait au tribunal pénal international pour le Rwanda. Bon, en Colombie aujourd'hui, qui est un peu le processus modèle, hein, avec les REP et la commission vérité qui a été mis en place, tout ça se fait avec beaucoup de résultats, mais dans un contexte où la violence des groupes armés remonte, hein. Et alors, je ne parle pas de la Tunisie, de la Côte d'Ivoire, de la RDC, etc. Donc voilà, alors ça, c'est évidemment, ce n'est pas très, très encourageant, mais ce que je voudrais dire et finir par là, c'est que malgré tout, malgré ces échecs-là, tous ces processus ont quand même apporté quelque chose en termes d'apaisement, en termes de vérité, en termes de rétablissement de la sanction et d'un ordre moral et politique. Et voilà, il ne faut pas se faire d'une certaine manière d'illusions, hein, ces processus, ils ne peuvent qu'échouer. Mais il ne faut pas avoir peur de rater. Ce qu'il faut, c'est rater mieux. Et c'est dans ce rater mieux, finalement, qu'on a cette articulation peut-être entre le théorique et la pratique. Et donc là, je vais laisser Habib Nassar, s'il le veut bien, voilà, de faire justement ce lien entre le théorique. Moi, j'étais plutôt sur quelque chose un peu Merci théorique là, beaucoup. et Ouais. d'aller vers la pratique. Merci beaucoup, Joël. Bon, je ne vous cache pas que je suis un peu mal à l'aise en raison de l'absence de notre ami le Mu'tasim El-Kilani, parce que il n'y a plus de Syriens sur ce panel pour parler de la justice en Syrie, hein. Et pour revenir aux propos de Yassine El-Haj Saleh, c'est finalement aux Syriens que revient la tâche de construire ou de continuer à construire ce processus de justice transitionnelle, parce que pour moi, il a déjà commencé en 2011, et c'est un peu ce que je vais essayer d'expliquer. En revenant aussi sur cette question de coopération que Joël a mentionnée entre différents acteurs nationaux et internationaux. Mais pour cela, je vais commencer en fait par la Tunisie et pas par la Syrie, parce que c'est un pays qui nous offre pas mal de leçons importantes sur justement la coopération internationale en matière de justice transitionnelle et sur les ratés de ce genre de coopération. Donc, comme on le sait, le 17 décembre 2010, l'immolation de Mohamed Bouazizi déclencha le soulèvement qui renversa la dictature de Ben Ali. Et 14 ans plus tard, le 8 décembre 2024, c'est le régime des Assad qui s'effondre après des années de révolution, de résistance et de conflits. Malheureusement, en Tunisie, bon, comme je vous l'ai dit, c'est un modèle qui nous apporte pas mal d'avertissements, hein, sur ce qu'il ne faut pas faire en matière de justice transitionnelle et surtout en matière de coopération internationale sur ces questions. Mais aussi, c'est un exemple qui souligne peut-être les atouts, hein, uniques du contexte syrien. Des atouts qu'aussi bien les acteurs nationaux qu'internationaux doivent, je pense, intégrer, reconnaître dans les efforts futurs sur les questions de justice. Donc en 2011, juste après la chute du régime Ben Ali, on a vu une pléthore d'ONG internationales, d'agences onusiennes, de bailleurs de fonds se précipiter pour proposer leur assistance technique. Et je me rappelle d'une scène, hein, ceux qui me connaissent ont dû déjà entendre cette anecdote de la salle du petit déjeuner dans un hôtel tunisois qui était bondé de soi-disant experts internationaux en matière de justice ou de transitologie, hein, qui est un mot affreux
qui s'est développé ces dernières années, qui parlaient entre eux, discutaient du futur de la Tunisie, sans un seul Tunisien hein, dans la salle. Hein. C'est une scène qui m'a beaucoup marqué. Et puis, bon, de cet empressement, qu'est-ce qui a résulté hein? C'est un processus très déconnecté du contexte local qui a mené à un peu l'imposition d'une justice transitionnelle rigide, hein, dépolitisée, hein, pour revenir aux propos de Joël et de Yassine Harsaleh, très standardisé, hein, comme s'il y avait un modèle qu'on peut appliquer dans chaque contexte, un modèle de justice transitionnelle qui marche aussi bien en Afrique du Sud, en Tunisie, dans les Balkans, en Argentine, etc. Et il était très, très déconnecté des dynamiques politiques et sociales du pays et également de la situation économique. Hein. C'est très important parce que la justice, ça coûte cher. Une fois qu'on commence à parler de procès pénaux, de programmes de réparation, il faut de gros investissements. Et jusqu'aujourd'hui, les victimes de la dictature tunisienne n'ont pas reçu un dinar tunisien en réparation. Donc, justement, parce que la situation économique du pays a chute du régime de Ben Ali était désastreuse. Elle continue à l'être aujourd'hui. Et ça a créé un ressentiment aussi dans la population de voir qu'on promettait des millions aux victimes de la dictature alors qu'eux-mêmes souffraient de la crise économique et à qui on ne promettait rien. Donc tout ça est très important. C'est des questions, je crois, qui vont évidemment se poser en Syrie, vu que la situation aussi économique et sociale est ce qu'elle est. Hein. C'est désastreuse. Donc finalement, on a une très belle loi sur la justice transitionnelle en Tunisie, hein, sur le papier, mais pas vraiment ancrée dans la réalité. Et on a vu les limites du processus quand la transition démocratique dans le pays a vacillé, hein, il y a quelques années de ça. Donc, en comparaison, ce que la Syrie, je pense, de mes observations, hein, de mes dialogues avec les amis syriens, peut faire en matière de justice transitionnelle et a fait hein, jusqu'à maintenant, a le potentiel d'être profondément différent, je pense. Et c'est pour ça que je voulais illustrer ça déjà par cette affiche d'un événement qui a eu lieu à Damas fin janvier. Vous voyez une cinquantaine d'ONG syriennes, ce qui est impressionnant. Hein? Et toutes ces ONG travaillent sur les questions de justice. Il y a aussi des associations de victimes qui ont lancé donc à Damas le 24 et 25 janvier donc un dialogue syrien, bon, c'est assez intéressant de voir ça, sur la justice, la vérité, l'insaf, comment dire, l'insaf, l'équité, oui, l'équité, voilà. Donc, ça témoigne vraiment de 14 ans de travail hein, et de mobilisation de la société civile. Vous pouvez montrer l'autre slide parce que déjà, vous voyez les gens. J'aime bien les montrer parce qu'on voit aussi la représentation féminine dans cette réunion. Ça, c'est déjà assez extraordinaire. Hein. Vous voyez que la moitié de la salle, c'était des femmes qui sont venues pour parler de questions de justice transitionnelle. Donc, c'est le résultat de cette mobilisation depuis 2011, donc sur 13-14 ans. Hein. Et donc, on voit une société civile qui a travaillé sur les questions de justice, une société civile vivace, créative, qui a innové. Hein. Et donc, on a vu pas mal d'initiatives de plaidoyer, des recherches qui ont été faites, hein, comme Joël nous l'a rappelé. Comment dire, des efforts de documentation. Hein, ça, c'est unique dans le contexte syrien. On dit toujours que c'est le conflit le plus documenté de l'histoire. Effectivement, il y a une quantité de documentation qui a été faite par des Syriens, souvent au prix de leur vie, qui est incomparable avec aucun autre contexte. Donc,
Et puis, on a vu, hein, comme Joël l'a mentionné, que face au blocage de la justice internationale, donc l'impossibilité de recourir à la Cour pénale internationale, les Syriens ont utilisé les mécanismes de la compétence universelle ici en Europe et d'autres formes de compétences extraterritoriales pour poursuivre des criminels de guerre. Il y a eu des procès qui ont eu lieu en Allemagne, d'autres qui sont en cours en France. Il y a un mandat d'arrêt contre Assad qui a été émis par les tribunaux français. Donc, il y a des efforts importants qui ont été faits. Et aussi, les Syriens ont renforcé, ont bâti des alliances très importantes et ont travaillé avec le mécanisme international impartial et indépendant qui avait été établi par l'Assemblée générale des Nations unies en 2016. Et grâce au travail des Syriens, du travail de documentation, ce mécanisme a pu travailler, hein, a pu je veux dire, construire des dossiers hein, sur un certain nombre de crimes qui ont été commis et coopérer avec un certain nombre de tribunaux pour poursuivre les criminels de guerre. Donc, mais aussi au-delà de la justice pénale, il faut se rappeler que les Syriens ont combattu les récits officiels de déni hein, à travers des projets de mémoire, d'histoire orale, à travers les arts. La société civile aussi a innové en matière de réparation même. Hein. Il y a un exemple très intéressant d'un projet qui a été lancé il y a quelques années au sud de la Turquie par l'association des détenus de la prison de Sadnaya pour apporter des réparations intérimaires, ce qu'ils ont appelé des réparations intérimaires, aux victimes de détention et de torture, hein, qui leur a permis ou qui leur a assuré une certaine forme de subsistance, un accès aux soins, un soutien psychosocial, etc. Donc, euh, il y a énormément de choses qui ont été faites. Il y a eu aussi ce moment clé hein, très, très important dans les efforts des Syriens et surtout des familles de disparus, qui est l'établissement par l'Assemblée générale des Nations unies en juin 2023 de l'institution indépendante pour les personnes disparues en Syrie, pour laquelle je travaille aujourd'hui. Et c'est vraiment, ça a été le résultat du plaidoyer des familles hein, qui ont poussé pour ça pendant des années, qui ont fait des recherches, des études, du plaidoyer, etc., jusqu'à la création de cette instance. Donc, quelque part, cette instance est un produit syrien, même si elle a été créée par l'Assemblée générale des Nations unies. Et je pense qu'il est important aussi de se pencher sur ces différents exemples, et notamment celui de la création de cette institution, pour aussi, où j'espère que les autorités nationales vont tirer elles-mêmes des leçons de cette expérience, surtout quand il s'agit de la nécessité d'une approche inclusive hein, et d'assurer une participation pleine et significative de la société civile et des victimes. Et ceci est d'autant plus important que l'article 9 de la Constitution constitutionnelle qui a été il y a quelques semaines, prévoit explicitement la création d'une instance de justice transitionnelle en Syrie. Le texte n'est pas mal, il est encourageant, mais l'essentiel résidera évidemment dans la façon avec laquelle cette instance sera conçue et mise en œuvre. Vous vous rappelez de la loi tunisienne, elle était parfaite. Après, c'est la mise en œuvre qui compte. Donc, de nouveau là, hein, sans une implication de la société civile, des victimes, on risque de ne pas aller très loin. Et c'est la même chose qui s'applique sur le projet du gouvernement ou des autorités syriennes de créer un haut commissariat pour les disparus. Hein. Pareil, il faudra une participation réelle des victimes dans la conception et la gouvernance d'une telle instance. Donc, euh,
une autre chose que je voudrais constater ici, c'est que toutes ces expériences qu'on a vues, bon, qui se sont principalement déroulées dans les pays d'exil, hein, pas en Syrie. Et un peu pour revenir au propos de Joël, et aussi qui cite Yassine Haj-Saleh, qui parle de l'importance de la Syrie. Oui, l'importance de la Syrie, oui, mais peut-être pas sur le plan territorial autant que sur... C'est le qui compte, pas le où. Hein. Moi, je dirais, parce que c'est pas des Syriens ont fait beaucoup de choses hors de Syrie. Tout ce qui a été fait par des Syriens. Donc, moi, je parlais à l'époque d'une certaine justice délocalisée par les Syriens eux-mêmes. Mais ce que je voudrais ajouter, c'est qu'aujourd'hui, on voit énormément une très grande vitalité de la société civile. Et si on peut montrer la dernière image, avec là que j'ai constaté quand j'étais en Syrie en fin janvier, puis la semaine dernière. Donc, on voit les tentes de la vérité. Hein. Khiyam al-Harriye s'installer un peu partout dans le pays. C'est une initiative des communautés locales. Celle-là est à Jaramana. La semaine dernière, il y en avait une dans le camp palestinien de Yarmouk. Donc, on voit les Syriens en Syrie aussi se mobiliser, des personnes qui n'ont pas pu se mobiliser pendant des années en raison évidemment de la répression sanguinaire du régime. Ensuite, il y a l'initiative du groupe de paix civile, Majmoua Al-Silm Al-Ahli, qui essaie de se mobiliser pour prévenir les violences communautaires, mais aussi dénoncer et elles ont dénoncé et documenté ce qui s'est passé dans le littoral depuis début mars. Donc, tout ça, ça démontre aussi que de nouveaux espaces civiques de débat et de participation et une volonté profonde de faire avancer la justice au plus près des communautés et aussi a lieu en Syrie même. Donc, je vais terminer là avec un enseignement majeur hein, je dirais, du contexte syrien, c'est que au-delà de la rhétorique, bon, souvent répétée par les instances internationales, dans le discours officiel, la Syrie a vraiment l'occasion maintenant de poursuivre et de renforcer une expérience unique de justice transitionnelle dans laquelle les Syriens ont su inclure des éléments de justice institutionnelle, donc les procès dont on a parlé, qui ont eu lieu principalement en Europe, mais aussi le potentiel d'avoir des procès en Syrie elle-même, avec des initiatives informelles hein, et communautaires. Et ça, c'est très important. On pense toujours à la justice transitionnelle comme une série d'institutions étatiques officielles, alors que la justice transitionnelle, ça se passe aussi au niveau de la société, en dehors de toute intervention de l'État. Et c'est un élément très important et qui, j'espère, devra se poursuivre. Donc, il faudra construire sur ce qui a été déjà accompli, hein, vraiment des fondations assez solides au cours des années. Évidemment, un appui international est souhaité, mais là, pour paraphraser Sophie ce matin, je dirais un appui international respectueux et éthique, c'est très important. Et surtout financier, il faut financer ces initiatives. Je crois que la Syrie a plus besoin ici en matière de justice transitionnelle peut-être plus de financement que d'idées. Il y a beaucoup d'idées déjà en Syrie. Il faut peut-être des financements, de la technologie. Par exemple, une question comme la recherche des disparus, ça nécessite des technologies assez avancées et poussées que la Syrie aujourd'hui n'a pas. Donc là, oui. Il y a beaucoup à faire pour la communauté internationale. Mais au bout du compte, la justice syrienne ne pourra pas se dicter par le haut, de l'extérieur. Elle devra continuer à se construire
progressivement de l'intérieur par et pour les Syriens. Et quand je dis par et pour les Syriens, parce qu'on l'entend aussi aujourd'hui en Syrie, hein, dans le discours officiel, pas uniquement par les autorités syriennes. Hein. C'est par les hommes et les femmes qui, depuis 13 ans ont travaillé pour la justice dans leur pays et aussi celles qui n'ont pas pu le faire en raison de la répression qui existait dans les zones contrôlées par le régime. Et je m'arrête là. Merci. Merci, Habib. C'était très clair et très pertinent, comme toujours. La parole est à vous si vous avez des questions. On a à peu près 20 minutes, donc peut-être 12 minutes côté salle, et puis on donne à nos trois conférenciers le temps de répondre. Madame. Oui, merci beaucoup pour cet après-midi vraiment passionnante. Euh, je voulais dire quelque chose en écho en fait à toutes vos interventions sur la durée de la tyrannie, sur le fait qu'on le voit après seulement, sur le fait que la justice transitionnelle doit être faite par les Syriens pour les Syriens. J'ai ouvert et dirigé à Beyrouth à partir de 2007 un centre de réhabilitation pour les victimes de la torture. Et bien entendu, la plupart de nos clients venaient des prisons syriennes. Il y en a d'autres qui venaient des reliquats de la guerre au Liban ou même emprisonnés au Liban plus récemment, mais la plupart venaient de Syrie. Et lorsque j'entends maintenant dans la presse française, mais pas la presse révisionniste, hein, c'est vraiment non seulement de l'incompétence ou du manque d'intérêt. Quand j'entends, oui, voilà, Bachar, il était jeune, c'était un ophtalmo, il n'allait pas être dictateur, mais bon, la guerre a fait qu'il s'est durci. Non, ce centre, on l'avait ouvert en 2007 et on récoltait déjà des personnes. On savait, par chaque torture, on savait dans quelle prison ils avaient été. Donc, c'était vraiment tout un système tellement répressif et qu'on faisait semblant de ne pas avoir. Donc, c'était pour donner en écho. Et puis aussi, ce qu'a dit monsieur, c'est très important. Cette tension que j'ai vue dans de nombreux pays entre ce que la communauté internationale veut dans ces processus de justice transitionnelle, qui est la sanction, punir le tyran, et ce que la population et les victimes veulent, qui n'est pas forcément toujours la même chose, mais qui veulent du témoignage, de la reconnaissance, des aides financières, enfin tout à fait autre chose. Donc merci beaucoup, c'était juste pour aller dans votre sens et dire que c'était passionnant. Merci beaucoup. Merci, madame. Je pense qu'il y avait des... Oui. Là. Ah. Merci beaucoup pour vos interventions. J'avais une question, Habib. Est-ce que dans les réflexions de différents groupes sur la justice transitionnelle, il y a des réflexions également sur l'aspect économique, c'est-à-dire sur le transfert de fonds, de terrains, de compagnies qu'il peut y avoir sous euh, le régime précédent des Assad, que ce soit bien public ou bien privé, à des nouveaux ou des hommes d'affaires qui étaient liés au régime? Est-ce qu'il y a tout cet aspect également économique, aussi, voilà, le fait qu'il y a eu des biens publics donnés à des biens, à des hommes d'affaires privés qui péjorent toute la population. Donc, est-ce que cet aspect est réfléchi? Parce que je crois qu'il y a eu un ou deux exemples où, par exemple, des biens du criminel de guerre Qaterji à Alep ont été saisis et revendus directement à travers une boîte à Idlib, liée à Hay Tahrir al-Sham. Donc, ça, ce qui est problématique également. Merci. Une question devant. Est-ce que le fait que les islamistes aient fait également beaucoup d'exactions ne risque pas de freiner justement cette justice transitionnelle parce qu'ils n'ont pas trop intérêt à... Y a-t-il d'autres questions, des commentaires? Oui, enfin, je vous remercie. Je remercie les amis du CAREP pour la qualité des rencontres, etc. Vous avez parlé d'expérience, Monsieur Jérôme a parlé d'Afrique du Sud, etc., l'échec. Il y a aussi l'expérience marocaine. Enfin, je suis syrien du cœur, mais le hasard a fait que je suis né au Maroc. Et ayant été moi-même disparu, torturé, fait de longues années de prison, etc., etc., etc.,
L'expérience marocaine, c'est ils ont créé, enfin, surtout Mohamed VI, ils sont arrivés au pouvoir après le décès de son père, l'instance équité et réconciliation. Et cette instance aussi, c'était un échec total. Et il y avait même des petites maisons 5 qui ont été passées à la télé marocaine. Et les intervenants d'anciens prisonniers, dont des camarades qui étaient avec moi à la prison centrale de Kenitra, on leur a interdit de citer les noms de leurs tortionnaires, par exemple, etc., etc. Ça. Et c'était un échec total. La preuve, c'est que la torture continue aujourd'hui même au Maroc. Il y a un centre de torture de Temera et qui c'est le chef tortionnaire au Maroc, c'est Abdelatif Hammouchi, qui a été décoré par l'ancien président François Hollande. Et ça, on revient toujours au rôle des pays occidentaux pour ne pas dire des anciens empires coloniaux qui jouent un rôle très négatif dans les pays, enfin les anciens colonies. Quoi. Pardon, merci. Il y a derrière Leïla Dakhli. Bonjour, merci beaucoup. Merci d'avoir rappelé les exemples et aussi les échecs. Moi, il y a une question qui me travaille beaucoup à partir de tous ces exemples qui ont été nommés. C'est la question de l'épuration de la justice, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, à quel moment et comment est-ce qu'on a pensé dans les expériences précédentes voilà, la possibilité d'avoir des juges sur lesquels on peut compter. On sait qu'en Syrie, il y a encore des avocats qui se battent et des gens qui aussi portent plainte directement et se font aider par des avocats, mais il y a toujours les mêmes juges, donc que va-t-il se passer de ce côté-là? Une dernière question peut-être, madame? Merci pour la présentation, c'est très intéressant. Mais je parle quand Monsieur Joël, quand vous parlez de la reconstitution des individus, c'est très important parce qu'il y a beaucoup de la nouvelle génération, ils ne savent pas ils ne savent pas son histoire. Et en plus, il n'y a pas de base entre les individus. Alors, comment on peut reconstituer les individus? Comment et on peut, je ne sais pas comment on peut l'aider à évoluer la conscience en Syrie. Je suis désolée, il y a encore une question sur Zoom. Alors, je lis la question. Marion Dual, madame, pose la question, y a-t-il des projets réunissant des initiatives kurdes syriennes et celles de la société civile syrienne en exil ou des gens qui reviennent d'exil en matière de justice transitionnelle? Merci. Ok, parfait. Merci beaucoup. Je vous donne la parole comme vous voulez. Chacun fait un passage. Tu veux commencer? Non. Ok. Alors, je vais répondre un peu je sais pas si c'est à toutes les questions. Je vais commencer peut-être par la question sur l'islamisme et voilà, est-ce qu'ils ont intérêt, est-ce qu'ils ne vont pas effectivement bloquer le processus de justice transitionnelle. Donc très rapidement quand même, El-Shara a pris acte du fait qu'il était nécessaire de mettre en place une justice transitionnelle. Il l'a fait, une des premières mesures qu'il a pris, donc une amnistie envers les anciens membres du régime qui n'avaient pas de sang sur les mains. Bon, pour l'instant, on n'en sait pas beaucoup plus. Il y a cette commission qui est mise en place et on verra ce qu'il en ressortira. En fait, un groupe qui a commis des crimes peut très bien naviguer dans un processus de justice transitionnelle. C'est là où il faut d'une certaine manière être attentif donc, à la question effectivement de l'équité, c'est-à-dire que est-ce qu'on poursuit l'ensemble pas tous les crimes, c'est pas de punir tous les crimes, mais bon, on fait attention quand même à l'ensemble des crimes qui ont été commis et on essaye de dire la vérité sur l'ensemble des crimes qui ont été commis, y compris donc par les groupes d'opposition et par les groupes islamistes. Pour les crimes des Alaouites, bon, une commission a été mise en place, mais on sait très bien que des hommes proches de Al-Shara ont été impliqués. Donc, bon, tout ça, y a voir. Et alors, là où, effectivement, le piège serait de se dire on fait de la justice transitionnelle pour pas faire du pénal, pour noyer un peu tout ça dans une commission vérité qui va dire un truc un peu généraliste, comme ça, et effectivement, se centrer, faire des procès sur les crimes du régime, et puis le reste, c'est évoqué. Au Kosovo, Hashim Thaçi, le président, défendait
demandé la mise en place d'une commission vérité pour justement, en alternative au tribunal devant lequel il est jugé aujourd'hui. Donc voilà, en fait, tout dépend en fait du processus de justice transitionnelle. C'est là où il faut être attentif. Peut-être aussi, d'ailleurs, ça va en fait raccrocher. C'est que il y a peut-être quand même trois conditions qui apparaissent à l'expérience relativement nécessaires à ce qu'un processus de justice transitionnelle puisse avancer dans le bon sens. C'est que même si la spécificité syrienne, effectivement, d'avoir tout cet héritage des 10 ans d'action à l'extérieur et de construction d'une justice transitionnelle non étatique par le bas, et qui est là, et qui est une base, effectivement, qui va donner sa spécificité à la Syrie, malgré tout, dans les trois conditions, on a quand même la volonté politique, c'est-à-dire que si le pouvoir politique en place en Syrie ne soutient pas le processus de justice transitionnelle, ça n'ira pas très loin. Il faut une implication de la société civile et de la population, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Les militants ils savent, donc ils ont eu des tas de trucs, ils savent très bien ce que c'est la théorie de la justice transitionnelle. C'est pas le cas de la population. Et la troisième chose, c'est effectivement une aide, et une aide dans la durée de la communauté internationale. Alors vous voyez, on a ces trois acteurs: communauté internationale, pouvoir, société civile. Il ne faut pas non plus en faire un bloc et les opposer les uns aux autres. En Tunisie, je connais moins bien le cas de la Tunisie, mais un des problèmes du processus de justice en Tunisie, ça a été le clivage et la concurrence au sein même de la classe politique. Et c'est ça quand même qui a aussi noyé le processus de justice transitionnelle. Et je termine sur la lustration et les juges. Donc, effectivement, enfin, il y a des avocats, tout le corps judiciaire n'était pas complètement compromis. L'appareil était très corrompu, mais enfin la société est très, très corrompue. Donc c'est aussi une société qui doit sortir de ce système-là. Mais c'est ce qui fait aussi que, effectivement, pour un certain nombre de procès de crimes, on peut penser que ça peut être aussi utile de mettre en place des processus, par exemple un tribunal hybride. Et alors j'évoque juste ça parce que c'est un grand regret quand même qu'on a eu, c'est qu'on avait essayé en 2015 de mettre en place à l'École nationale de la magistrature une formation pour des juges et des juristes syriens en exil, donc y compris en Turquie, pour pouvoir avoir une formation sur les crimes internationaux. Et ce processus, il était allé assez loin, le programme était prêt. Et ensuite, en fait, parce que donc ça c'est 2015, vous voyez, 2016, à partir de 2016-2017, les choses changent un peu politiquement ici, et on ne mise plus sur une transition en Syrie, et donc budgétairement, politiquement, tout ça a été lâché, alors qu'on voit aujourd'hui comme il aurait été nécessaire, et c'est vrai je veux dire, pour les autres situations à l'avenir, ce sera nécessaire. Préparons les transitions, même si elles paraissent inatteignables, voilà, en formant des juges à l'extérieur, pour que ce soit des juges aussi nationaux qui puissent juger. Alors moi, je dirais bien trois choses. Un, plus la criminalité politique d'État s'installe dans la durée, plus grande est la partie de la population qui soit en croûte, soit le supporte, soit le fait fonctionner, et à tel point que même la vie quotidienne la plus normale, c'est une façon aussi d'abdiquer à chaque pas et de faire fonctionner le régime qu'on déteste. Et donc, vous avez, il faut après voir qui a fait quoi. Vous voyez, vous avez le problème des collabos, c'était un peu le problème, mais en France, ça a duré 4 ans, Pétain. Et là, vous voyez la différence. Donc, c'est les collabos qui sont-ils, les assassins qui sont-ils, et tous les autres, comment on fait. Et dans les cas de génocide où la moitié de la population a participé, même les enfants, comme au Rwanda, comment on fait? Donc, grosse difficulté. Deuxième difficulté, le plan très local. Dans les villages, vous prenez un village français, n'importe lequel, vous prenez un quartier, mais surtout dans les villages, vous avez une stratification des conflits recuits et mal résolus en amont. Et qui sont les rivalités économiques dans les familles, les histoires de femmes, les histoires de renommée, les 1000 histoires compliquées qu'on ne peut pas, et qui viennent résonner, qui viennent travailler et pourrir le jeu de la dénonciation, surtout quand il s'agit de crimes contre les femmes et du fait que les crimes sexuels sont toujours perçus comme une honte et une souillure de la part des victimes. Alors s'il faut les expliquer en face des machos, en face du voisin macho, que ça excite, c'est pas très agréable. Donc, vous voyez, au plan local, tout est beaucoup plus compliqué. Et ce qu'il faut faire, et peut-être c'est des travaux un peu dans la durée, et d'associations qui viennent et qui discutent et qui font le go-between. Mais il faut que ce soit fait, parce que, alors, troisième temps, là où c'est infernal, c'est quand le pouvoir central du lieu où on est post-crime, et mettons au Maroc, on dénonce les crimes dans les prisons atroces
du père, je ne sais plus son nom, là, atroce, voilà, Hassan II, dont ça a été décrit, l'un des prisonniers est mort de constipation, des morts atroces, des trucs atroces. Et quand le fils fait semblant que non, c'est plus vrai, etc., lui, il fait les tribunaux, lui, il est dans là, et qu'en fait, c'est pas vrai. C'est-à-dire, quand on a au pouvoir quelqu'un qui, tout en disant je dénonce les crimes, en fait, veut les. Et donc, quand le pouvoir politique n'est pas de votre côté, c'est tout simplement impossible. C'est pourri. Et donc, beaucoup de difficultés, mais il faut le faire quand même, parce que quand on travaille à les victimes, on s'aperçoit avec stupeur. C'est pas tellement la vengeance, c'est pas tellement la sanction, c'est peut-être. Ne méprisons pas l'argent. Pour des gens très pauvres au Rwanda, un peu de pognon, ça fait pas. Ne méprisons pas ça. Peut-être ça, c'est pas si mal, puisqu'on peut pas faire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais tout simplement, et là, j'avais vu des témoignages pour l'Afrique du Sud, que la vérité soit dite. Que la vérité soit dite collectivement, à un moment. Il s'est passé ça, et non pas le mensonge qui pesait dessus. C'est-à-dire faire péter le mensonge politique qui était tellement. C'était une pieuvre, c'était un cancer qu'on avait sur la nuque, et faire péter ça, le moment de vérité est juste. Et puis j'arrête juste ça. Le tyran, un ami à Amnesty International, disait que le tyran contre lequel il avait lutté, le tyran qui mettait son nom partout, son visage partout, son verbe partout, son rêve, lui, militant d'Amnesty, c'est de le voir arriver au tribunal derrière un prétoire et on lui demande nom, prénom, date de naissance. Et ben moi, je rêve de ce moment, pour quelques tyrans qu'on a encore. Merci, non. Yann. Donc, pour la question de Joseph sur les questions de propriété, et aussi ça touche aux questions aux crimes économiques, je dirais, de façon plus générale. Donc, il y a pas mal d'initiatives aussi de la société civile sur ces questions de propriété. On appelle ça, on utilise l'acronyme anglais pour HLP, donc Housing, Land and Property, donc habitat, terre et propriété. Donc, c'est déjà tout un domaine sur lequel beaucoup d'organisations syriennes ont travaillé, notamment aussi des organisations kurdes, parce que c'est un problème aussi qui remonte aux vagues de répression contre les populations du nord-est du pays, mais évidemment pas seulement quand on pense à ce que le régime a pu faire dans plusieurs régions, et notamment dans le camp de Yarmouk, parce que c'est un camp avec des centaines de milliers d'habitants qui a été totalement rasé. Donc, c'est des milliers affamés, mais c'est des gens qui ont perdu leur habitat comme ça du jour au lendemain. Et comme c'était déjà des réfugiés à la base, où est-ce qu'ils vont? Ces gens ont des droits à un habitat décent. Donc, il y a tout un problème là qui doit être résolu. Évidemment, le problème de toutes les personnes déplacées aussi, des communautés de réfugiés à Idlib, de ceux qui sont en dehors des déplacés à Idlib, des réfugiés en dehors du pays. Et donc, pour que ces gens reviennent, il faut évidemment aussi se pencher sur cette question parce que beaucoup ont perdu aussi ou leur propriété ou leurs maisons ont été détruites. Donc, après, c'est des questions qui touchent ou qui vont au-delà de la justice transitionnelle. Il faut penser à la justice transitionnelle comme un élément dans un processus qui inclut plusieurs autres, je dirais, processus. Donc, la justice traditionnelle à elle seule ne peut pas résoudre tous les problèmes, mais il y a un aspect justice ici sur les questions de propriété sur lequel, évidemment, beaucoup a été fait. Il faut qu'il y ait une réflexion aussi au niveau de l'État syrien, parce que ce n'est pas un problème qui peut être résolu sans les autorités syriennes. Après, sur les crimes économiques, et vu les liens entre la corruption en Syrie et la répression et les crimes, évidemment, on ne peut pas dissocier les deux. On ne peut pas dissocier la corruption et la répression politique. Donc, aussi, tout processus de recherche de la vérité doit se pencher sur
Je vais peut-être parler, je vais répondre aux questions qui n'ont pas été, auxquelles on n'a pas encore répondu. Donc, bon, je vais compléter ce que Joël a dit sur la justice. Évidemment, aussi, c'est déjà un autre processus, il y a toute une réforme à mener. Il n'est pas très clair aujourd'hui quel est l'état de la justice. Évidemment, la justice était devenue un instrument de répression sur le régime. Toutes les personnes, ou pas toutes, mais une grande partie des détenus et des personnes qui ont été exécutées, elles ont comparu devant un tribunal à un moment donné. Après, je vous épargne une description de ces tribunaux et des processus qui ont lieu devant ces tribunaux. Vous les connaissez. Mais donc, ça a été des complices aussi, en grande partie, de cette répression. Donc, quoi faire? Il y a évidemment une réflexion à faire. Certains ont été remerciés. Ils sont rentrés chez eux après la chute du régime. Maintenant, d'autres continuent à travailler. Oui, oui, d'autres continuent à travailler jusqu'aujourd'hui. Après, il se peut qu'il y ait beaucoup qui n'ont pas les mains trempées dans le sang. Hein, il semble que Chara a fait le choix aussi de s'écarter un peu de ce qui s'est passé après la chute de Saddam Hussein. Il ne veut pas complètement démanteler l'État. Donc aujourd'hui, quand on va dans les administrations en Syrie, la plupart des fonctionnaires, c'est des anciens fonctionnaires qui ont travaillé sous le régime. Maintenant, s'ils n'ont pas les mains qui trempées dans le sang, s'ils n'ont pas été impliqués dans la corruption, je pense qu'il y a un choix assez sage à faire là-dessus. On ne peut pas vider l'État de ses fonctionnaires. Là, juste sur la question sur les initiatives kurdes, quand je vous ai montré la fiche avec les 50 ONG, il y a des ONG qui étaient ou qui sont encore très actives dans le nord-est du pays, donc les régions à majorité kurde. Il y a des ONG qui se concentrent sur les questions de justice traditionnelle dans le nord-est du pays, mais pas seulement. Après, j'ajouterai juste un petit point pour dire que l'autorité comment on appelle ça en français, l'autorité civile qui était opérationnelle au nord-est du pays, a tenté, avant la chute du régime, de prendre quelques initiatives, par exemple pour la recherche des personnes disparues, aussi sur les questions de propriété, etc. Donc, il y a de nouveau, je dirais que la société civile qui travaille sur les questions de justice est très diverse. Oui. Avant de vous remercier, j'ajouterai juste deux observations rapides, si je me permets. La première, qui complète un peu ce que disait Joseph Daher et ta réponse, Habib. Pour ceux et celles qui n'ont pas suivi cette question, non seulement il y a un problème de confiscation du régime de biens et parfois de revente ou vente de biens à des hommes d'affaires qui ont promis à d'autres hommes d'affaires aussi une revente ou ce genre de transaction. Mais il y a un grand problème par rapport au fait que des millions de gens vivaient dans le temporaire. Ils n'étaient pas du tout propriétaires d'un bien où ils vivaient. Le camp de Yarmouk est l'un des exemples, mais une bonne partie des banlieues des villes sont des machars où les gens viennent s'installer par pauvreté, par besoin, et donc leurs régions ont été rasées par les bombardements et parfois sans aucun combat. Donc c'était exprès de raser ces zones-là pour pouvoir un jour faire des projets, les permettre à des investisseurs de venir. Et comment faire avec tout ce problème? On parle de Yarmouk, le camp c'est 800 000 personnes, mais si on parle des banlieues, on est à des millions de personnes. En plus, il y a eu des incendies volontiers pour faire disparaître les preuves de propriété dans beaucoup de municipalités, y compris dans la région kurde. Ça, c'est un autre casse-tête pour n'importe quelle administration. Donc, la question de la justice économique et des biens et tout va être un projet à long terme, un énorme chantier très difficile. La deuxième observation, on a beaucoup évoqué la communauté internationale. Je ne veux pas être dans le négativisme par rapport à cela, mais
si on lit les conditions de cette dite communauté internationale aujourd'hui pour finir avec les sanctions, la question de la justice n'est pas posée. Les 7 ou 8 conditions américaines sur Sharia, c'est surtout la normalisation avec l'État génocidaire israélien. Ce n'est pas du tout de finir avec une certaine justice syrienne, etc. Ce n'est pas évoqué. Il y a la question des djihadistes qui vivent en Syrie, il y a les drones américains qui doivent avoir le droit d'opérer partout, il y a la normalisation avec Israël, il y a plein de conditions où la justice n'existe pas. Même du côté de la communauté européenne, il n'y a pas une obsession par rapport à la justice. Et de toute façon, quelle justice que la communauté internationale peut aujourd'hui évoquer ou vendre aux populations du Proche-Orient quand on voit que la Cour internationale de justice, la Cour pénale internationale émet des droits d'arrêt, sont dans pas des droits d'arrêt, des demandes, des mandats d'arrêt, il y a des procédures, il y a des tribunaux qui sont sous pression des gouvernements occidentaux pour qu'ils ne fassent pas leur travail de justice. Donc la question devient de plus en plus un défi syrien par rapport à la société civile syrienne, par rapport aux acteurs syriens et à leurs amis non étatiques, à leurs amis qui ne sont évidemment pas du côté arabes, des régimes arabes, je veux dire, ni de côté des gouvernements occidentaux, comme on le pensait pendant un moment. C'est plutôt des profils qui ressemblent au profil de nos 3 conférenciers, conférencières. C'est vos profils, je pense, sur lesquels, et évidemment beaucoup d'organisations internationales indépendantes, beaucoup d'initiatives au niveau des juristes dans ce monde, et des juristes et des organisations syriennes qui peuvent travailler beaucoup plus que de compter sur les États et sur la dite communauté internationale, si on exclut certains corps des Nations Unies qui essayent quand même de travailler, mais qui font face à des obstacles internes par les puissants qui protègent les impunis. De toute façon, un grand merci au CAREP qui nous a réunis, à vous toutes et tous, et à Joël, Véronique et Habib. Merci beaucoup.